Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour sur Philagora pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une philosophe, pour parler d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui est née en 1906 et décédée en 1975, donc une philosophe qui nous est un petit peu contemporaine, et qui s'est questionnée sur la notion de politique. La notion de politique, la politique, le politique, l'exercice de délibération dans un espace. Elle s'est questionnée un petit peu sur ces choses-là. Et donc cet épisode de podcast se fonde quasi exclusivement sur un petit ouvrage posthume euh, qui s'intitule Qu'est-ce que la politique, voilà, sorti dans les années 90, euh, et qui regroupe un certain nombre d'articles que Hannah Arendt a écrit à la suite de ses œuvres. On pense à la condition de l'homme moderne, on pense aux origines du totalitarisme, etc. Donc on va essayer un petit peu ensemble de parcourir cette œuvre. On peut commencer. Donc déjà pour Arendt, penser le sens commun, ça signifie penser l'inscription des possibilités humaines, donc en matière politique notamment, en les situant dans un monde de relations, euh, une habitation, un monde artefactuel qui diverge du monde naturel. Euh, voilà, pour Arendt, voilà, penser le commun, c'est penser le commun par-dessus une nature en fait. L'exercice de la politique se fait par-dessus la nature, par-dessus un environnement naturel. Et donc ça implique un regard vers des pratiques communes pour Arendt, et notamment trois, trois activités euh, qui désignent ce que Hannah Arendt appelle la vita activa, le travail, l'œuvre et l'action. Alors on va faire un rapide retour vers son ouvrage La condition de l'homme moderne, qui définit un petit peu ce qu'est le travail, ce qu'est l'œuvre et ce qu'est l'action. Euh, voilà, un petit peu qui caractérise les activités humaines sur Terre. Donc le travail, c'est pour Arendt la première activité humaine fondamentale, qui est conditionnellement rapportée à la vie, au sens biologique du terme, à la vie elle-même. Le travail ne peut donc s'exercer sans la vie biologique, c'est-à-dire sans voilà, subvenir à des besoins vitaux, se soigner, s'alimenter, etc. Euh, et donc voilà, cette vie biologique va se satisfaire par le travail. Le travail est conditionné à cette vie biologique, à ses besoins en fait. On peut parler même de besoins. Le travail renvoie donc d'abord et avant tout à un rapport à l'environnement naturel, comme condition de survie, de subsistance. Il a donc une dimension vitale, biologique. Euh, L'œuvre, ce que Hannah Arendt appelle l'œuvre, c'est pas le travail. Sa dimension n'est pas vitale au sens biologique, c'est justement la création d'un monde artificiel. Euh, voilà, une artificialité qui diverge du monde naturel. On peut préciser déjà que Arendt écarte toute connotation négative au terme d'artificialité, mais se réfère littéralement à la création d'un monde par-dessus, d'un monde artefactuel, un monde constitué d'artefacts, des institutions par exemple, voilà, institutions juridiques, etc., gouvernementales, politiques. Proprement, ce monde artefactuel est proprement humain, hein, et il se construit sur l'environnement, le monde naturel. C'est un monde d'objets. Euh, L'œuvre, voilà, correspond chez les Grecs à l'activité qui a pour but de fabriquer des choses ayant une consistance et se détachant de l'agent qui les a fabriqués. La poésie, c'est comme le menuisier qui fabrique un meuble, par exemple. Voilà, là ça se réfère à l'œuvre en fait. Donc l'œuvre a bien trait à la non-naturalité. Euh, Encore une fois, le fait de fabriquer des fabrications sur un monde. Là, voilà, dans un langage,
du philosophe allemand Martin Heidegger, on parle d'appartenance au monde, voilà, qui symbolise un petit peu l'ouverture des hommes sur le monde, voilà, l'être au monde. Et donc il y a l'action, et ça c'est ce qui va nous intéresser tout le long de cet épisode, qui est conditionnellement rapportée à la pluralité des individus, des interactions. Cette pluralité donc, se fonde comme condition de l'action humaine, qui n'est qu'interaction, jeu de rapport avec autrui. L'idée est assez simple, hein, l'individu n'est jamais isolé des autres. Ce n'est pas l'humain qui agit, mais des humains, au pluriel, d'où l'idée de pluralité, située socialement et matériellement. Ça, c'est un petit peu les activités, donc ce qui constitue la vita activa pour Arendt dans La condition de l'homme moderne, et qui permet en fait de comprendre ce petit ouvrage Qu'est-ce que la politique, que je vous invite à lire si vous vous intéressez un petit peu à l'activité politique elle-même. Et donc ces activités communes à l'homme, donc voilà, travail, l'œuvre, l'action, ces catégories sont, si je reprends les termes du philosophe Paul Ricoeur dans la préface de La condition de l'homme moderne, des structures historiques aux multiples mutations qui conservent une forme d'identité flexible. En fait, c'est des traits durables dans l'histoire. Pour Arendt, voilà, ces trois activités sont vraiment des activités fondamentales de l'homme et qui conservent voilà, une durabilité dans l'histoire. Et la démarche de Arendt, c'est ce qu'on appelle, selon ce qu'on peut appeler une analyse historiale, c'est-à-dire qui accorde un primat qualitatif à l'événement. Voilà. Donc c'est une analyse de l'histoire par la notion d'événement. On va définir un petit peu l'événement au sens arendtien tout à l'heure. Et une analyse dite existentielle, c'est-à-dire relative un petit peu à ces structures, ces structures qui fondent un petit peu toutes les activités humaines et qui perdurent dans le temps. Voilà, selon un petit peu une lecture relationnelle de ces trois activités, de la vita activa. Le travail renvoie à la participation de l'homme à la nature, la vie, voilà, la nature à la vie. L'œuvre se réfère à la manière qu'a l'être humain d'habiter le monde, et l'action ne peut être comprise sans situer l'homme dans un espace interpersonnel. Vraiment, cet espace interpersonnel de pluralité, c'est ce qui constitue en fait l'essence de la politique pour Arendt, et donc la condition de l'action politique. Dans un article intitulé Politique et pluralité humaine, situé à la page 167 du petit livre Qu'est-ce que la politique de Hannah Arendt, qu'on pouvez trouver d'ailleurs aux éditions Point, la collection Essai. En tout cas, c'est sur cette édition que je me fonde. La politique repose sur le fait de la pluralité des hommes. Arendt écrit que la réalisation de l'homme en politique doit passer par une égalité des droits juridiques reconnus mutuellement entre des êtres différents par la pluralité comme condition, encore une fois, de l'action politique. Arendt soutient que jusqu'ici la philosophie n'a pas pu saisir la politique pour plusieurs raisons. Une d'entre elles renvoie à l'erreur qui consisterait à envisager la politique sous l'angle d'une Zoom politikon. Ça, c'est dans la philosophie d'Aristote, Politique, livre 1, chapitre 1. C'est-à-dire l'idée que l'homme est un être naturellement politique qui s'inscrit nécessairement presque dans la société. Et pour Arendt, l'homme n'est pas intrinsèquement politique. Elle écrit, je cite, « L'homme est apolitique. La politique apparaît dans l'espace entre les hommes et est donc tout à fait à l'extérieur de l'homme. » Fin de citation. En un mot, Arendt ne soutient pas une conception de la politique, on pourrait dire substantifiée, donc une substance un petit peu intangible de la politique, mais une conception qu'on pourrait dire relationnelle. Pour Arendt, la politique est un rapport social.
une autre raison, d'ailleurs, de l'incapacité de la philosophie depuis des siècles, hein, à saisir la politique, renvoie en fait à ce qu'elle appelle une représentation monothéiste, hein, de la politique, une représentation un petit peu religieuse de la politique. Euh, voilà, par la création d'un homme unique, d'un humain unique, qui fonde un état de nature hobbesien, donc relatif au philosophe Thomas Hobbes, hein, la guerre de tous contre tous, hein, notamment le Léviathan, le livre 1 et le chapitre 13, hein, si cette formule vous intéresse. Euh, voilà, cette conception du commun comme artificiel, d'un autre comme ennemi, en fait, hein, bah, ça s'oppose à l'essence de la politique pour Arendt, qui est la pluralité. Et une pluralité, on verra, hein, qu'elle oppose aussi la politique à la violence. Mais euh, en cela, elle écrit que en Occident, la représentation monothéiste ou religieuse de la politique se manifeste par cette philosophie de l'histoire, qu'elle dira d'ailleurs déterministe, hein, une philosophie de l'histoire, un mouvement unilatéral. Pour le dire rapidement, Arendt ici s'en prend à toutes ces philosophies de l'histoire qui considèrent l'histoire comme une espèce de ligne, un mouvement, euh, une continuité. Euh, En fait, elle s'en prend aussi à l'idée, en un sens, de progrès, on pourrait dire. Euh, Elle s'en prend, comment dire, à toutes ces conceptions de l'histoire qui accordent une finalité, un but. Hein, en langage aristotélicien, on parle d'un télos. Euh, Par exemple, chez Hegel, hein, voilà, euh, la- à l'intérieur même de l'histoire, de son effectivité, euh, doit s'incarner la raison. Hein. Le petit texte, la raison dans l'histoire. Et donc, hein, c'est un petit peu l'idée que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel et réel. Bon, je développe pas sur Hegel parce que ça nous prendrait vraiment, vraiment longtemps, mais elle s'en prend en fait voilà, à ces conceptions de l'histoire qui considèrent un petit peu une ligne, un but, une finalité d'histoire. Un autre exemple peut-être aussi assez parlant du marxisme. Le marxisme, euh, le manifeste, dans le manifeste du Parti communiste, hein, on comprend voilà, que toute l'histoire des hommes, hein, c'est l'histoire de la lutte des classes, des civilisations, c'est l'histoire de la lutte des classes qui motive, hein, qui est le moteur de l'histoire, et qui aboutit un petit peu vers, par un mouvement qu'on va dire dialectique, mais pareil, je ne développe pas trop sur ça, parce que sinon ça nous prendrait longtemps, mais qui aboutit en fait au communisme. Hein. Le communisme est le mouvement de l'histoire motivé par la lutte des classes, pour Karl Marx. Arendt s'en prend en fait à ça. Euh, Elle dit hein, que la liberté, donc la liberté entendue au sens politique, hein, réside seulement dans le domaine intermédiaire caractéristique de la politique. Euh, Ce qui ne signifie pas que pour Arendt, la politique c'est un relativisme, hein, parce qu'évidemment, si elle parle de pluralité des points de vue, etc., et de pluralisme, bah, on pourrait, et qu'elle s'en prend justement à ces conceptions de l'histoire continuiste, continue, hein, téléologique, on pourrait dire, hein, encore une fois, téléologique, hein, le télos, bah, on pourrait dire qu'elle tombe dans un relativisme. Mais non, puisque la relativité des points de vue engendre la constitution justement de ce monde commun, d'une même réalité vue et habitée par tous. Habitée par tous. L'être au monde, on revient à ce que j'ai dit précédemment. Euh, Elle va s'interroger dans un autre article sur le sens de la politique, notamment à la page 188. Après la perte du sens de la liberté dans la politique depuis l'Antiquité, sa substitution par une logique instrumentaliste, voilà, de satisfaction des besoins vitaux de la société et la productivité du libre développement social, Arendt explique voilà, que l'expérience totalitaire du 19e siècle, notamment, hein, on pense à l'Union soviétique, doit nous obliger à repenser le sens de la politique autrement, à redéfinir l'essence même de la politique. Et bon, pour redéfinir l'essence même de la politique, elle revient en grec. Hein, et un, une théorisation intéressante chez Arendt est sa conceptualisation du miracle. On pourrait dire d'ailleurs qu'il réinstaure une certaine forme de religiosité. Hein. Ça serait d'ailleurs
intéressant à débattre. Mais elle redéfinit le concept de miracle au sens aussi que l'apparition de la vie humaine sur Terre est d'une, je cite, improbabilité infinie. Voilà, de même que l'existence de la Terre. La nouveauté est justement ce qui incarne l'imprévisibilité de l'événement, alors inexplicable causalement, exactement comme un miracle. Arendt écrit ainsi, je cite, à la transcendance religieuse de la croyance au miracle correspond la transcendance réellement démontrable de chaque commencement par rapport au processus dans lequel il fait irruption. Transcendance, hein, c'est ce qui est transcendant, hein, comme son nom l'indique, c'est ce qui est au-delà du règne sensible, hein, finalement au-delà aussi des activités humaines. D'ailleurs, quand on croit en Dieu, c'est ça, on se représente comme dirait, on se représente, Nietzsche parle d'arrière-monde, mais on se représente en fait un monde supra-humain, je pense du paradis, ce genre de choses, mais et quelque chose de transcendant. Et donc, dans la croyance religieuse, il y a une transcendance. Alors, il y a aussi des religions immanentes, mais ça, on peut pas, voilà. Et donc, Arendt, voilà, veut rétablir le miracle, mais un miracle qui est politique. Le but, en fait, des buts. Le sens même de la politique se situe dans la politique elle-même, dans sa création d'événements, d'imprévisibles, l'action de commencer. La conception arendtienne de la réalité se situe dans un entrelac de réalité terrestre, organique, humaine. C'est la rencontre d'improbabilités infinies. Bon, elle explique voilà, que la naissance de l'homme sur Terre est déjà assez improbable, d'ailleurs, y compris de la Terre elle-même. Et donc, le domaine politique des affaires publiques, voilà, ce qui fait de l'histoire, c'est-à-dire son historicité, euh, imprévisible des événements et son accoutumance fait qu'il devient difficile de parler de miracle. Déjà, c'est un terme religieux, donc pourquoi quelque part, elle mobilise un terme religieux, ça fait question. Mais en fait, Arendt veut mettre vraiment l'action sur le caractère historique et processuel de la politique, dont pour elle, en fait, il y a quand même une définition qui répond à l'entrecroisement des points de vue humains. Donc cette pluralité, la possibilité d'un nouveau commencement, sans cesse renouvelé. Si l'action prend son espace prend ses racines dans l'espace politique, l'événement surgit des conditions historiques en signalant les limites de notre tendance à compréhension. Une révolution, il y a quelque chose qui est assez spontané dans une révolution, en tout cas dans un événement historique, parce que c'est vrai que ça prête déjà à débat. Je précise bien sûr que tout ce que je veux dire, voilà, il ne faut pas les prendre pour acquis. C'est vraiment des débats qui sont assez brûlants aussi. Et là, c'est vraiment, je vous livre la conception de Hannah Arendt de la politique. Mais évidemment, il y en a pléthore. Il y a pléthore de théories sur ces sujets. Donc, voilà, Arendt écrit: le miracle de la liberté est contenu dans ce pouvoir commencé, qui est à son tour contenu dans le fait que chaque homme, dans la mesure où, par la naissance, il est venu dans un monde qui existait avant lui et continue d'exister après lui, voilà, donc chaque homme est lui-même un nouveau commencement. Ça, c'est vraiment important et même intéressant, cette idée de politique comme commencement, comme nouveau commencement. Commencement, création d'événements qui s'articule avec de l'improbable, de l'incalculable. Voilà, le sens de la politique et la liberté pour les Grecs. Et Arendt, sans vouloir y revenir, elle précise, en rapport à sa conceptualisation justement nouvelle du miracle, que par l'agissement, par son action, l'homme produit en acte et en puissance de l'improbable, de l'incalculable. Voilà, je prends l'exemple des révolutions, 1789, 1848, on a plein d'autres, des insurrections, on peut penser à la Commune de Paris en 1871, on peut penser à tout ça. Mais voilà, l'homme a cette capacité de commencer, de produire des événements un petit peu imprévisibles, et c'est c'est vraiment ce que Arendt veut mettre en avant. Elle précise que la liberté politique entendue chez les Grecs renvoie un petit peu à cette espèce de non-domination. La domination,
on pourrait caractériser la domination comme voilà, des phénomènes structurels qui pèsent sur la subjectivité, euh, les in- la subjectivité des individus, les individualités en fait. Phénomène de reproduction sociale par exemple, si vous avez déjà entendu parler un petit peu de ces sujets-là, la domination c'est vraiment ça. Et donc la liberté est pensée chez Y comme non-domination parmi des êtres égaux. En fait, l'égalité est ici associée au concept de justice, non au concept pardon, de justice, mais à celui de liberté. Voilà, l'un présuppose l'autre. L'égalité suppose la liberté chez les Grecs. Euh, voilà, et Arendt reprend l'idée de dysonomia, qui signifierait aussi, selon Arendt, que tous les individus ont le même droit d'exercer une activité politique, euh, de délibération. Parce que l'activité politique, c'est ça, c'est la délibération, la liberté de parole. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour Arendt. Euh, la liberté, donc au sens politique, a vraiment cette façon de commencer, de recommencer, produire quelque part du miracle, produire de l'inattendu. Voilà, pour Arendt, la liberté au sens politique ne peut être que cela, en fait, dans ce texte. Encore une fois, qu'est-ce que la politique? Qui reprend un petit peu, d'ailleurs, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines conceptions voilà, comment dire, qu'on peut retrouver de l'activité humaine, de la vita activa dans la condition de l'homme moderne. Euh, Alors que nous avions fait mention de la parole dans l'exercice de la liberté politique, Arendt, dans des développements ultérieurs de son ouvrage, paraît se faire la fervente défenseuse d'une liberté d'expression, c'est-à-dire, je cite, le droit d'écouter les avis des autres et d'être soi-même écouté. La parole est ici comprise comme une action politique spontanée. Hein, euh, arcane, l'idée de commencer en grec. Euh, c'est ça en fait, aussi comment Arendt conçoit la politique, l'espace politique, le dialogue. C'est vraiment par le dialogue, par la parole, parce qu'il y a une performativité de la parole aussi, ça on n'en parle pas assez, il y a une performativité, et la parole se pense dans la matérialité, dans la matière. Si je vous dis levez-vous et que vous vous levez, il y a une performativité. Pourtant ma parole elle-même n'est pas de la matière, mais c'est aussi ça pour Arendt, ce qu'elle entend par l'exercice de sa liberté politique, liberté d'expression. Euh, voilà, elle s'inspire d'ailleurs dans cette idée de commencement du philosophe Augustin. Euh, voilà, dans la mesure où l'homme n'a pas toujours existé, euh, mais qu'il est venu au monde par la naissance. C'est vraiment ça aussi. La naissance elle-même voilà, implique tout un champ des possibles qui est important en politique. Et, euh, et à la suite de l'expérience de la Révolution française de 1789, c'est vraiment euh, la liberté politique voilà, qui réside dans notre capacité à commencer. L'Aufklärung kantien, un petit texte appelé Qu'est-ce que les Lumières, où Kant voilà, explique qu'il faut sortir de la minorité, euh, finalement assumer ses responsabilités et faire usage de son propre entendement. C'est le texte Qu'est-ce que les Lumières du philosophe Emmanuel Kant. Voilà, ce texte-là aussi pour Arendt établit un nouveau rapport à la politique, aux politiques. Euh, mais les expériences totalitaires du 19e et du 20e siècle mettent fin non seulement à la liberté d'expression, mais aussi à ce qui constitue une dimension essentielle de la politique pour Arendt. Encore une fois, la spontanéité de l'homme a commencé. Arendt s'oppose fermement à des conceptions d'histoire, comme je dis tout à l'heure, déterministes, qui accorderaient des lois reconnaissables dans l'histoire. Voilà. Elle écrit Le cours du monde ne peut être défini et prédit de façon déterministe que si l'on déborde aux nouveau-nés leur spontanéité, leur droit de commencer quelque chose de nouveau. À la page 212. Ça, c'est vraiment fondamental pour Arendt. Arendt rappelle qu'en Grèce antique, la liberté politique en tant que libre parole signifie en vérité faire usage, encore une fois, de son logos. Logos, ce qui renvoie au langage et à la rationalité, pour le dire de manière extrêmement, comment dire, un peu caricaturale, mais la prise en considération d'une pluralité de points de vue, ne plus appréhender le monde qu'au travers de sa propre position et perspective unique. C'est vraiment la création d'un commun.
qui revêtent une importance particulière dans l'acte de délibération politique. Arendt nomme cet acte de délibération politique la liberté du parler ensemble. C'est ça, c'est vraiment ça ce qui importe pour Arendt. Parce qu'évidemment, moi en tant qu'individu, j'ai une certaine appréhension de la réalité qui est propre à ma position dans cette réalité et dans cette société. La pluralité permet justement de prendre en compte toute cette diversité de points de vue et de construire un monde commun. Hein, quelque part une représentation commune, mais non pas une représentation, mais une présentation du monde tel que le monde est dans la diversité des points de vue qu'il incarne. Voilà. Voilà, juste un rapide, je ne vais pas trop tarder, mais un rapide sur le détour sur la notion de violence qui importe aussi pour Arendt. Elle oppose, comme je disais tout à l'heure, la politique à la violence, hein, la politique, la parole, la libre parole, etc. Et donc cette logique qu'elle appelle instrumentale de subordonner la politique à une finalité qui lui serait extérieure. Elle écrit les lignes de conduite et les directives qui permettent de s'orienter. L'action politique, c'est ça. C'est les lignes de conduite et les directives qui permettent de s'orienter, mais qui en tant que telles ne sont pas fixes et voient bien plutôt leurs manifestations concrètes changer sans cesse parce qu'elles doivent être négociées avec d'autres qui ont aussi leur propre but. Ainsi, la logique de la violence présuppose toujours, du moins souvent, un projet stable, un déni de cette pluralité. Et ça, c'est important. Elle écrit « Si une action politique n'est pas sous le signe de la violence, n'atteint pas ses buts, une action politique qui n'est pas sous le signe de la violence n'atteint pas ses buts, et en réalité, elle ne les atteint jamais. Elle n'en perd pas pour autant ni toute fin, ni tout sens. » Hannah Arendt assume que l'action politique est une orientation et non une finalité. Lorsqu'Hannah Arendt parle du sens de la politique, elle ne parle pas ni de la fin, c'est-à-dire la fin d'une chose qui s'effectue en dehors de sa production, par exemple la fabrication d'un objet, une voiture, par exemple fabriquer une voiture qui a pour but d'améliorer les déplacements par exemple de l'humain, de l'être humain, ça c'est comment dire la fin, ni non plus seulement un but, c'est-à-dire une orientation, des critères qui établissent tout ce qui doit être fait et jugé selon ce même but, mais plutôt le sens. C'est plus important pour Arendt de parler de sens de la politique. C'est le sens d'une chose est interne à la chose à connaître. Et donc le sens de la politique pour Arendt réside dans ces échanges de paroles entre les hommes, les peuples, les États, les nations, et dont dépend la survie de l'espace politique. Elle écrit, je cite, même si la fin est la liberté, le sens contenu dans l'action elle-même est la contrainte violente. Hannah Arendt, on peut prendre l'exemple de la terreur de 1793-1794, après la Révolution française, avec cette logique un petit peu de la terreur, où finalement toute action violente est justifiée par une finalité politique transcendante. Pour Arendt, il ne faut pas tant parler de finalité politique, mais de sens de la politique. La pluralité, la création d'un nouveau, la création de l'événement, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant et important. Elle précise que le but permet au moins d'atténuer le conflit entre le sens et la fin, mais le point crucial pour Arendt, c'est qu'il est dans l'essence de la politique, je cite, de dégrader au rang de moyen tout ce qui lui sert et de rejeter comme inutile tout ce qui ne lui sert pas. Fin de citation. D'ailleurs, la dernière phrase de l'article, la politique a-t-elle finalement un sens, est assez parlante. Elle écrit « Nous vivons dans une paix où tout doit être fait pour qu'une guerre reste toujours possible. » Je terminerai ici notre petit épisode sur le sens de la politique chez Hannah Arendt. Alors évidemment, je n'ai pas pu tout aborder. Vous doutez bien que la philosophie arendtienne est particulièrement vaste, mais au moins, j'espère vous avoir donné quelques petites billes de compréhension sur cette philosophie. Vous doutez bien aussi que je n'ai pas pu aborder l'ouvrage Qu'est-ce que la politique en entier, qui est par ailleurs assez vaste, et j'ai choisi quelques articles et quelques aspects de quelques articles que j'estimais importants, qui référaient un petit peu à la conception arendtienne de la politique. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu quelques
quelques compréhensions de ce qu'est la politique, le politique, l'espace politique en fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir.